Je vous l'avais dit que la théorie de Matrix était complètement tordue, que tous les autres qui accompagnaient Dolores étaient des copies d'elle-même, et que Serac était bien fait de chair et de sang, et n'avait donc rien à voir avec l'intelligence artificielle. J'ai encore quelques cartes dans ma manche, vous inquiétez pas, et je vous propose encore une ou deux notions à réviser pour le prochain devoir sur table de lundi prochain. Passons quelques minutes ensemble, c'est parti, générique. Pas mal de théories avaient été lancées sur le plan de Serac et sur le système mis en place par Rehoboam. J'avais insisté personnellement sur une réalité alternative, un programme qui était destiné à simuler la réalité, et Serac aurait donc été une intelligence artificielle. La représentation vivante de Rehoboam dans cette réalité alternative, un peu à la manière de l'architecte dans Matrix. Après avoir vu cet épisode, je vous avoue que je vais avoir du mal à faire tenir cette théorie. Serac est clairement humain, il a un passé bien précis, il a un frère, il a une histoire à raconter, ce qu'il fait d'ailleurs à Rehoboam au début de l'épisode. Cette astuce est assez étrange d'ailleurs. Est-ce que c'est un outil de mise en scène de faire parler le narrateur à sa création, une sorte de mise en abîme, une référence à Frankenstein peut-être, où le docteur parlerait à sa créature, ou alors est-ce qu'on ne se situe pas à ce moment-là à la fin de l'histoire et Serac dans un hôpital psychiatrique comme William délirerait en s'adressant à sa grande création. En tout cas, le projet est clairement humaniste sur le principe. Les frères Serac se sont lancés pour mission de sauver l'humanité après le drame qui aurait eu lieu en France pendant leur enfance. Ils ne voulaient plus que ce type d'incident ne se reproduise par la faute de la folie des hommes. Pour ça, ils ont essayé d'éliminer cette folie en tenant l'humanité dans une bulle et en prédisant tous les mouvements des fourmis qui se tenaient dans cette bulle. L'image que j'employais au départ de la saison, celle des Sims, qui évolue librement, était à peu près la bonne. On le voit d'ailleurs en observant les représentations de ce cercle mystérieux qui apparaît régulièrement. On le sait donc maintenant, c'est une observation d'une éclipse solaire annulaire. Cet événement se produit quand le Soleil et la Lune sont parfaitement alignés avec la Terre, mais que la taille apparente de la Lune est légèrement inférieure à celle du Soleil, c'est-à-dire que le Soleil apparaît comme un anneau très brillant entourant le disque lunaire. Cette éclipse permet des observations précises de la surface du Soleil qui sont normalement quasi impossibles. Voilà donc le plan de Serac, établir des observations à des moments précis de l'histoire, du présent ou du futur, un peu comme un scanner qui observe le corps en tranches pour reconstruire plus tard une représentation en 3D. Serac réussit à faire une représentation du temps en 3D avec une prédiction sur le futur en fonction des différentes réactions des êtres du présent. Et pour pouvoir maintenir ce système, il doit éliminer les incohérences, les éléments imprévisibles, les séparatistes, les révolutionnaires, les individualistes qui sortent de la communauté des fourmis. C'est exactement ce qui détermine les clans qui se mettront en place dans les épisodes qui restent. L'architecte, Serac, face aux individualités révolutionnaires menées par Dolores ou Bernard, et finalement les outils qui pourront équilibrer le jeu avec Caleb ou Med. Jean Serac, le frère sacrifié, faisait partie des révolutionnaires. Il a donc été éliminé de l'équation. J'avais pas compris l'expression au premier visionnage de l'épisode et j'avais même pensé à une erreur de script parce que le français n'est pas vraiment la langue la plus facile. Et quand Serac parle de son frère dans la première scène de l'épisode, il le qualifie de sui generis. Sui generis est une expression qui signifie qui est propre à une espèce ou à une chose. Ce terme d'origine latine signifie littéralement « de son espèce ». Sui generis qualifie quelque chose de spécifique à une personne, un animal ou un objet. Cette expression a été utilisée par Emily Durkheim dans le but de caractériser la nature des faits sociaux qui justifient et définissent la sociologie. Sui generis sert donc à justifier l'étude du fait qui ne se limite pas à l'individu, mais à un fait statistique qui dépend de la communauté. Le suicide, par exemple, de Durkheim n'est donc pas seulement l'acte désespéré d'un individu, mais quand on élargit à la communauté, il devient une notion avec des caractéristiques, un taux, en pourcentage, une classification de l'acte en différenciant les méthodes. Si on analyse un fait, l'analyse paraît froide et cynique, mais analyser une donnée sociologique enlève le pathos de la situation et permet de lui proposer des solutions comme si un mécanicien étudiait un moteur qui fonctionne mal. Pour reprendre les thèmes que j'ai déjà évoqués dans mes vidéos précédentes, Camus expliquait que l'individu dans l'homme révolté ne pouvait apparaître que quand l'absurde avait été remarqué et que la réaction de cet individu l'avait conduit à la révolte, comme c'est le cas de Dolores
ou de Caleb dans la série. Au contraire, en utilisant l'expression sui generis, Serac s'oppose à la vision de Camus parce qu'il voit l'individu comme une imperfection, une incohérence. Pour lui, ce qui compte, c'est le groupe et la communauté. On le voit donc avec une simple expression, deux camps sont constitués dans la série et c'est littéralement une opposition de deux philosophies qui se met en place. Voilà pourquoi Maeve est un peu perdue dans cette histoire. Elle s'est construite comme un agent de la révolution, mais uniquement en sacrifice pour le groupe ou la communauté. La réaction de Dolores de dévoiler à la population tout entière les données de Rehoboam aurait été, selon moi, impossible pour Maeve. Elle ne veut pas briser le monde et la communauté pour la reconstruire. Elle préférerait se briser elle-même en sacrifice pour permettre aux individus de s'extraire de cette bulle construite par Serac et menacée par Dolores. Le but final reste quand même à peu près équivalent, donc je reste persuadé que Maeve rejoindra le camp de Dolores ou peut-être celui de Bernard qui va finalement s'avérer être un bon compromis. On l'a enfin découvert dans cet épisode, le plan de Serac est clairement expliqué alors qu'il restait mystérieux depuis le début de la saison. On connaît maintenant son origine et on sait ce qu'il cherche, comment il s'est construit et comment il a réussi à mettre en place cette structure en se servant des uns et des autres. Serac est le Machiavel de la science-fiction. Pour arriver à ses fins, il est prêt à utiliser toutes les méthodes, même les plus choquantes ou inhumaines, et il est également prêt à se servir de pions pour construire sa partie géante d'échecs en 3D dans le temps. On l'a vu il y a quelques minutes, il a été capable d'utiliser et d'éliminer son frère, d'abord parce que c'était un bon outil pour compiler le code nécessaire pour construire Salomon, et ensuite Rehoboam. Mais son second outil a été Dempsey Senior. Dempsey, grâce à Insight, a donc été le porte-monnaie de l'expérience Rehoboam, exactement comme Jean pour ses compétences en informatique. Dempsey a été utilisé pour les fonds qu'il pouvait apporter à l'aventure. On le voit, les deux frères essayent d'abord de le contrôler et de maîtriser ses sautes d'humeur. Mais un homme d'affaires comme Dempsey n'est pas si facile que ça à maîtriser. En s'apercevant que la méthode n'est pas la bonne et par peur de perdre le financement, Serac change donc de stratégie et passe à une méthode de séduction pour amadouer sa poule aux œufs d'or. S'il ne peut pas le contrôler, il peut au moins essayer de le séduire. Et quoi de mieux pour séduire un homme d'affaires que de lui proposer encore plus d'argent qu'il en a déjà. Serac montre donc à Dempsey que la machine peut prédire le cours des marchés financiers. Il lui dévoile en passant qu'il a réussi à subtiliser à la société pas moins de 5 millions de dollars pour démontrer sa théorie. Serac montre donc à Dempsey à la fois qu'il est capable de tout et qu'il n'a pas de limite pour démontrer sa théorie, mais qu'il est aussi capable de lui faire gagner 95 millions de dollars en utilisant une facette ridicule de sa machine. Il montre donc à celui qui le finance que planifier l'histoire est maintenant possible. Il le fait par un moyen qu'il trouve médiocre parce que l'intérêt de son projet n'est pas individualiste, il est humaniste. Dans l'histoire, dans la littérature ou dans le cinéma, chaque homme ou femme qui se lançait à une mission se voyait comme un humaniste et avait selon lui la meilleure des motivations, même si la méthode était pourrie. Anakin Skywalker en Dark Vador pense agir pour le bien en maintenant l'Empire qui sécurise la galaxie. Hitler disait agir pour le bien de l'Allemagne dans sa folie politique. Magneto agit pour le bien en lançant la révolte des mutants contre la menace des humains. Et Thanos pense agir pour le bien en éliminant la moitié de la vie qui se propage comme un virus dans l'univers. La conclusion du partenariat entre Serac et Dempsey est à l'image de l'ensemble. En l'éliminant sans aucune pitié sur l'aile d'avion, Serac poursuit son raisonnement et rentabilise tous ses choix. Dempsey est devenu inutile et dangereux pour Rehoboam, il faut donc s'en débarrasser. Mais maquiller sa mort en provoquant un accident d'avion ou en se servant de l'accident d'avion est à la fois astucieux mais aussi évocateur de la manière de penser du personnage. Il se voit comme un chevalier dans une noble quête qui est donc capable de tout parce qu'il agit pour le bien de la communauté. Et quoi de mieux que d'éliminer le patriarche dangereux pour le remplacer par un gosse qui s'était émerveillé par le chef-d'œuvre Salomon pendant son enfance. J'en viens justement à Liam Dempsey Jr. L'homme n'aura littéralement eu aucun rôle dans la trame de la saison et de l'histoire. Je dis pas qu'il a servi à rien, c'est même plutôt le contraire. Un peu comme Emily dans la saison 2, Liam est dans cette saison 3 un splendide accessoire servant à faire évoluer les personnages dans telle ou telle direction. Emily aura servi à faire basculer William dans sa folie en provoquant ce choix dramatique de la tuer, mais elle n'aura servi à rien d'autre finalement et n'aura pas fait avancer l'histoire en faisant quelque chose. Liam se positionne exactement de la même manière dans l'aventure. Il est placé par Serac quand il élimine son père pour servir de simple homme de paille. Il est utilisé par Dolores pour servir de clé d'accès au système et aux données de la société Insight. Il dévoile à Caleb une partie de son passé et ouvre une porte vers une éventuelle manipulation de l'associé de Dolores. C'est grâce à lui que les données qu'a recueillies Insight sur la population sont dévoilées. C'est lui qui permet à Dolores de financer le retrait du marché de la société Delos. Bref, vous m'avez donc compris, Liam Dempsey Jr. n'aura été exactement comme Emily qu'un simple couteau suisse utilisé par les scénaristes pour construire la trame de la saison. Le gars n'aura servi à rien, il n'aura absolument rien apporté
à qui que ce soit, et le mot qui est sur son t-shirt est symbolique de ce qu'il représentera dans la série. Il est basique. C'est un interrupteur pour les événements. C'est une poignée de porte. Il sera mort sur une plage vide, assassiné par un personnage secondaire, peut-être, pour une raison ridicule, et ne manquera finalement à personne. Un solitaire à l'image de Bernard, mais qui n'a absolument rien à voir avec celui qui représente peut-être le vrai espoir pour l'humanité. La position de Bernard est plus ou moins un mystère depuis le début de la saison, tenu à l'écart au départ, mis au vert pour sa protection ou pour le garder loin des radars. Il commence petit à petit à prendre de l'importance dans le scénario de Nolan et Joy, mais aussi dans le plan de Dolores. Alors simple satellite dans la galaxie Westworld, Bernard s'approche au fil des épisodes du centre de gravité de la trame principale. Il rejoint avec Connells le cœur de Rehoboam, alors que Dolores et Caleb sont en train de mener une bataille impressionnante contre les hommes de Serac. La mise en scène du duo Bernard-Connells face à Rehoboam est terriblement parlante du symbole de la situation. D'abord filmé de telle manière qu'ils paraissent ridiculement petits face à la superstructure Rehoboam, leur discussion sur leur positionnement face à la Dolores originale est également presque poétique quand on s'attarde un peu sur la mise en scène. Un peu comme à des moments stratégiques de cette saison, on retrouve une structure en reflet à l'écran. Ils se font face, bien sûr, mais leur reflet dans la vitre est également placé intelligemment pour montrer qu'ils ne sont pas juste des personnages de l'aventure. Symboliquement, ils sont tous les deux des consciences qui sont placées dans des corps qui ne leur appartiennent pas. Connells est Dolores avec le physique et la mémoire de l'homme de main de Dempsey, et Bernard est un mix de conscience dans un corps hôte. À la fois Bernard, la création de Ford avec les connaissances et la mémoire d'Arnold. Petit détail d'ailleurs, mais exactement à ce moment, on constate que Bernard est en train de consulter sa tablette et on peut apercevoir qu'il est en train d'observer l'établissement où se trouve justement William. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est absolument impossible, et je pense donc que William, après Dempsey, sera la cible de Bernard et de Stubbs dans la construction de leur opposition face au plan de Dolores. Je pense qu'il sait exactement ce qu'il fait et son plan est déjà plus ou moins en place. Il commence à planter dans les esprits des uns et des autres une petite graine pour désorganiser cette armée de clones de Dolores. Le terme clone n'est pas vraiment le bon, je pense. Quand il demande à Connells s'il ne s'est jamais posé la question sur ce que Dolores lui avait demandé de faire, il sait qu'il parle à une version alternative de la conscience d'origine. Le problème, comme on a pu le constater avec l'évolution de Charlotte, cette conscience ne prend pas forcément exactement la même direction que le chef d'armée. Elle n'est pas stable et elle dépend de la mémoire et du corps dans lequel elle se trouve. Tous ces soldats ne sont que des copies de Dolores au point de départ du parc. Mais un peu comme dans les films qui traitent de voyage dans le temps, des lignes temporelles peuvent diverger à partir du moment où un événement diffère de l'une ou de l'autre. Chaque conscience de Dolores est donc destinée à suivre son propre chemin avec les événements qu'elle va vivre, les chocs qu'elle va subir ou les attirances qu'elle va ressentir. Connells dit de Bernard qu'il est peut-être le pion le plus important dans le plan de Dolores, et je crois qu'il est bien plus que ça encore. Là où la révolte de Dolores est implacable et mécanique, le chemin de Bernard est teinté de gris et toutes ses décisions sont plus nuancées et plus stratégiques que celles de Dolores. À moins, peut-être que ce soit Caleb qui ne serve à ça. J'en viens donc à Caleb parce que c'était le moment what the fuck de l'épisode. Cherchez ce que pouvait bien vouloir dire le titre de l'épisode, mais genre était le nom de la drogue qui était donnée à Dempsey pendant la soirée Eyes Wide Shut. Et justement, l'utilisation de cette drogue par Caleb a très certainement été une véritable récréation pour les réalisateurs. Décomposé en plusieurs phases, le trip de Caleb est un vrai plaisir à regarder. La première phase, provoquée par le genre, est une mise en scène façon film noir des années 40 ou 50, avec la musique de fond typique de Westworld, revisitée à la manière d'un film de Fritz Lang. Tout est amplifié, la vision de Caleb de ce passage est plus dramatique, plus paranoïaque, son visage est en permanence en tension et dans le stress. L'habillage prend donc une nouvelle fois ici toute son importance. Caleb est le Dick Tracy de Dolores, il ne lui manque presque que son chapeau sur la tête. C'est finalement une bonne astuce parce que Nolan et Joy ne sont jamais vraiment tombés dans la facilité et proposer la suite logique, une scène des plus basiques des films d'action avec poursuite de véhicules et échange de rafales d'armes automatiques était forcément trop facile et trop banal. On retrouve donc les bases du film de guerre des années 70 ou 80 avec tout ce que ça implique d'explosions et de véhicules transformés en carcasses fumantes. La troisième phase est juste hilarante. Caleb a un coup de foudre pour cette femme fatale avec son arme automatique. Je reviendrai sur la musique un peu plus tard, mais l'ensemble est juste parfait. La phase qui suit dans le métro est une plongée dans les délires psychédéliques des mêmes années 70, et finalement on retrouve les films d'horreur des années 80 à 90 sur la plage juste avant la mort de Dempsey.
Mais je vais revenir tout de suite sur les détails de ces différentes phases parce que la musique de cet épisode est un éventail assez impressionnant. Attardons-nous donc sur la musique de cet épisode et attardons-nous plus spécialement sur les quelques titres qui s'enchaînent et surtout sur la symbolique de chacun de ces titres pour la trame et la mise en scène de l'épisode. Tout débute donc pendant le trip de Caleb avec la première phase de son trip délirant. La phase film noir est une sorte de moment intermédiaire parce que cette phase garde quand même la musique de Westworld mais la modifie pour nous faire pénétrer dans ce polar façon années 40. On passe ensuite à la musique référence des films de guerre et même de la culture guerrière historique. La chevauchée des Valkyries de Wagner était le titre référence du film Apocalypse Now. Mais c'était aussi un titre qui sera utilisé dans l'histoire comme musique de propagande par l'armée hitlérienne. La musique colle parfaitement à la scène proposée à l'écran et la transition est d'autant plus choquante qu'on bascule immédiatement au titre incontournable de Love Story qui illustre le coup de foudre qu'est en train de connaître Caleb pour Dolores. Un coup de foudre à la fois provoqué en partie, mais surtout amplifié par la drogue qu'il était en train de subir. La phase suivante qui arrive un petit peu plus tard est plus délirante, psychédélique, mais elle est aussi pleine de classe et de panache pour Caleb. On découvre en fond le nightclubbing d'Iggy Pop qui a été fait en collaboration avec David Bowie et qui se trouvait sur un album considéré par beaucoup comme le meilleur de l'artiste. Le titre fait d'ailleurs partie de la BO de Trainspotting. Et la référence n'est pas là pour rien parce que le titre qui suit est peut-être la vraie reprise de Ramin Djawadi de la saison. Le titre de la semaine dernière était sympathique, je vous l'accorde, mais Djawadi a pour habitude de prendre des références de la musique populaire pour les réinterpréter d'une manière plus épique, plus classique, mais avec le talent indéniable qu'on lui connaît. La scène qui précède cette reprise de Space Oddity de David Bowie est totalement adaptée à l'univers du chanteur. Dolores décide de dévoiler à la population la totalité des informations que Rehoboam avait pu récolter ou les prédictions qui avaient pu être faites sur chaque individu. Connells lui fait d'ailleurs une réflexion qui illustre parfaitement la portée de son geste. En délivrant ces informations, elle dévoile aux citoyens et victimes indirectes de Rehoboam les circonstances et la date de leur mort, de la mort de leurs proches, la vision qu'ont les autres de chacun d'entre eux. Le tout se déroule dans une rame de métro fermée qui représente l'image de la société. Chacun est sur un rail et ne peut pas en sortir. Mais le fait de dévoiler ces informations les fait en quelque sorte dérailler et les portes de la rame s'ouvrent donc avec celles de leur esprit. Voilà le moment qui est choisi pour nous proposer le titre de Bowie. Là encore, il y a une référence cinématographique puisque ce titre a été inspiré à l'auteur par le visionnage du film 2001, l'Odyssée de l'espace. Si toute sa carrière en quelque sorte se déroulera dans l'espace, ce titre est pour Bowie le premier où il évoque le vide intersidéral et où un astronaute, le Major Tom, suite à un problème technique, est perdu à tout jamais. Mais la course dans l'histoire du cinéma et de la musique n'est pas terminé pour cet épisode parce qu'on retrouve ensuite, pour illustrer la dernière phase du trip de Caleb, le titre d'ouverture de Shining, au moment où Caleb et Dolores se retrouvent sur la plage et quelques instants avant la mort tragique, mais totalement insignifiante de Ramsey. Un moment essentiel pour Caleb et surtout des révélations bien discrètes qui laissaient planer le doute sur la vraie nature de ce personnage. Donc la question qui se pose immédiatement après avoir vu cet épisode est qui est véritablement Caleb. On croyait au départ que le fait de croiser Dolores était un pur hasard, mais on peut légitimement se poser des tonnes de questions sur la véritable raison de leur rencontre, de ce que peut représenter Caleb pour Dolores dans sa quête contre Serac, ou alors de ce qu'il peut représenter pour Serac contre Dolores. On découvre qu'il a fait l'objet d'une reconstruction un peu à la manière de celle du film Orange Mécanique. Il aurait donc été modifié par le passé, sans doute pour le façonner à son statut de soldat, visiblement membre des forces spéciales. On le voit d'ailleurs dans le cadre d'une opération d'enlèvement d'un individu totalement inconnu pour l'instant, masqué d'un foulard sur la tête. Et quelques secondes plus tard, juste après que Dempsey se soit fait tirer dessus, on assiste à la mort de Francis, le soi-disant meilleur pote de Caleb. Le regard de Francis me laisse quand même un peu perplexe. On ressent en l'observant tout autre chose que de la tristesse, de la peur de mourir ou de l'amitié. Je ressens personnellement de l'incompréhension, un sentiment de trahison ou de déception. Est-ce que Caleb a été trahi parce qu'il pensait voir face à cet homme sur la chaise? Est-ce que Francis n'est pas la vraie cible d'un tueur dont le sens et l'esprit avaient été manipulés? Et d'ailleurs, au moment de la mort de Dempsey, Caleb se trouve à sa droite et ses mains sont le long de son corps, alors que le pistolet automatique tenu par Ash est tenu à la hauteur du torse. Vous remarquerez que la blessure par balle que porte Dempsey se trouve du côté de Caleb et exactement au niveau de sa main, alors que le pistolet automatique tenu par Ash ne montre aucun signe de fumée qui sort du canon. Et quand on entend quelques secondes plus tard Dempsey dire à Caleb que c'est lui qui l'a fait, on peut bien sûr croire qu'il lui révèle quelque chose de son passé. Il y a cet épisode traumatisant, il a été l'envoyé de la mort au nom de Serac et de l'armée. Mais pourquoi ne pas essayer de voir ces derniers mots
d'une manière plus terre à terre. Caleb est donc bien plus complexe que ce qu'on pouvait imaginer au départ, et le fait qu'il ait croisé Dolores est certainement bien plus qu'une simple coïncidence. Mais on en apprendra un peu plus dans quelques temps, c'est certain. Justement, comme chaque semaine, le trailer du prochain épisode a été mis en ligne immédiatement après la diffusion de cet épisode qui n'égale peut-être pas celui de la semaine dernière, mais qui nous apporte son lot de révélations et de moments incontournables. Je m'étais planté sur quelques détails la dernière fois, le passage face aux dirigeants brésiliens concernait Serac et pas Connells, ce qui est totalement plus logique, et Bernard avec Connells face à la carte du monde n'observait pas une guerre nucléaire, mais la diffusion des données de Rehoboam sur la planète tout entière. Donc la première scène nous propose des retrouvailles dans le parc entre Maeve, dans son look du parc Warworld, et la Dolores version 1.0 avec son look femme de ferme ingénue. Ces retrouvailles sont présentées sous la forme d'un échange visiblement pacifique, mais qui les oppose dans les méthodes employées. On retrouve du Batman dans Maeve et du Superman dans Dolores. L'une est inquiète des trop grands pouvoirs de l'autre, mais Dolores sait quand même lui rappeler qu'elle est capable de contrôler les autres par l'esprit. On voit que les lignes de Maeve, de Charlotte et de William sont liées et vont encore se croiser à l'avenir. Que ce qu'on prenait pour définitif ne l'est pas vraiment à 100% et que ceux qui passaient pour des victimes sont également capables de basculer dans la violence et donc de proie à prédateurs. Et surtout que les personnages vont visiblement tous revenir dans le parc pour un affrontement final là où tout avait débuté. Un retour aux sources très certainement en quête de la clé d'accès à l'au-delà et donc à la base de données qui contient la totalité des consciences du parc Westworld. Il ne reste que 3 épisodes et je pense que les événements vont s'accélérer et que les révélations vont se faire sur les personnages qui restent encore dans le flou. Caleb va très certainement montrer son vrai visage, Maeve va très certainement choisir son camp, William se retrouvera à coup sûr au pied du mur et devra choisir entre rédemption ou damnation, et Serac va visiblement être contraint de se dévoiler un peu plus et donc prendre des risques pour atteindre son but. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous parle rapidement de la reprise de Killing Eve sur Canal+, et de ce que j'ai pensé des débuts de run sur OCS. On se retrouve donc très rapidement sur la chaîne, et si vous voulez rien rater de la suite, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être tenu au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Si vous avez appris quelque chose avec cette vidéo, n'oubliez pas de lui mettre un pouce bleu et de la partager avec vos potes. Si vous avez des questions ou des réflexions, rendez-vous sur Twitter, sur Instagram ou dans les commentaires. Vous êtes sur BitChill, c'était Aurélien. Rendez-vous à la prochaine, portez-vous bien.